Bonjour, encore une fois, Mario Labrec. Donc, je faisais un petit podcast aujourd'hui. Je devais en faire un peut-être quelques jours avant, mais j'ai été pogné d'un bord puis de l'autre. Disons qu'avec 5 enfants, ça occupe un petit peu aussi, là. Mais c'est ça. Je voulais m'amuser aussi. Je pense que c'est le cas de tout le monde dans le temps des fêtes. Mais il y a beaucoup de gens qui sont... Ben, beaucoup de gens qui sont retournés au travail aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y en a tant que ça. En fait, il y a un paquet de choses de fermées avec les dernières annonces, là, parce que le dernier podcast que j'ai fait, euh, c'était juste avant la conférence de presse, la dernière conférence de presse que Legault a donnée avec les autres pour donner les nouvelles restrictions. Puis, dans ces restrictions-là, ben, ils ont coupé complètement les, les réunions de famille. Les gens ne pouvaient pas se réunir dans les maisons en famille, ne pouvaient pas avoir de réunion non plus, peu importe avec qui. C'était seulement, je pense, une bulle qui était permise dans la famille, sauf les personnes âgées là, qui sont toutes seules ou des choses comme ça. Mais bon, je n'ai pas tout vérifié à la lettre là, exactement les nouvelles restrictions, mais j'ai écouté la conférence quand même cette journée-là. Puis on a coupé plein de choses, on a fermé les magasins, entre autres le dimanche. Hier, c'était dimanche. Beaucoup de monde semblait ne pas être au courant que les magasins étaient fermés. Mais bon, si on n'était pas au courant des nouvelles restrictions, je pense que c'est parce qu'on était vraiment, mais vraiment déconnecté du monde. Parce que la dernière conférence de presse là, qui mettait le couvre-feu également en vigueur, je pense qu'elle a été écoutée par pas mal de monde. C'est drôle parce que je pense que ce qu'on entend le plus chialer, c'est la question d'aller promener le chien à 10 heures, plus tard que 10 heures le soir. C'est ce qui retient l'attention, on dirait. Je sais pas, en tout cas. On va voir dans quelques jours, dans quelques semaines, parce que c'est supposé durer, je pense, c'est 3 semaines. Je sais qu'on a 3 dimanches, je pense que les commerces sont supposés d'être fermés, sauf les vraiment essentiels, là, pharmacie, dépanneurs et les stations-service qui sont supposés demeurer ouverts. Mais les autres, tout ce qui est non essentiel que le gouvernement décrète, en fait, ben, il faut que les commerces soient fermés. Fermés, ça veut dire qu'ils ne rentrent pas d'argent. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas aller magasiner le dimanche. Personnellement, je pense que ça ne change pas grand-chose au niveau monétaire parce que les gens, bon, il faut qu'ils fassent l'épicerie quand même, que ce soit le dimanche, le lundi ou le vendredi. Il va falloir qu'ils fassent l'épicerie pareil. Fait que ça ne changera pas. Ça va déplacer l'argent. Au lieu d'être dépensé le dimanche, ben, elle va être dépensée les autres journées de la semaine. C'est mon opinion, là, encore une fois, là-dessus, mais je pense que ça va déplacer du monde, tout simplement. Personnellement, encore une fois, je pense que le but recherché ne sera jamais atteint parce qu'on on ferme les magasins, je pense, pour empêcher qu'il y ait beaucoup de monde en même temps dans le magasin. Mais si c'est ça le but, je crois que ça ne change pas grand-chose parce qu'on vient mettre le monde qui vont magasiner, qui vont faire leur épicerie, qui vont peu importe faire quoi le dimanche, je pense qu'on va les étirer tout le long de la semaine, fait qu'on augmente l'achalandage pour le reste de la semaine. Je pense pas que ce soit la bonne méthode si c'est ça le but. Il y en a qui m'ont parlé que le but était peut-être pas nécessairement de couper l'achalandage, mais plutôt de reposer les gens qui travaillent à la semaine longue tout le temps. Donc, si c'est ça le but, c'est peut-être ça peut aider bien des gens peut-être à passer au travers de certains problèmes. Entre autres, de se reposer. Deuxième chose, peut-être passer un peu plus de temps en famille, penser à autre chose que le travail et les problèmes que ça amène. Mais vite comme ça, si c'est ça le but, je pense que oui, peut-être ça peut peut-être améliorer ce côté-là, mais si c'est pour baisser l'achalandage, ben moi, je ne crois pas qu'on va baisser l'achalandage. Au contraire, on va ramener l'achalandage plus fort dans les autres journées de la semaine. Fait que pour ce qui est de ça, c'est comme ça, mais il y a aussi la question du couvre-feu. Le couvre-feu, ben, c'est sûr que moi, encore là, personnellement, ça ne me touche pas beaucoup. Disons que je suis rarement à l'extérieur de la maison, passer 10 heures le soir. Mais reste que de ne pas avoir le droit de sortir après 10 heures, c'est quand même fondamental dans ma tête à moi, là. Je pense que le gouvernement n'a pas à gérer ça en temps de pandémie, comme ils appellent. Mais encore là, s'il y a deux camps là-dedans, les gens disent ah ben s'ils mettent un couvre-feu, c'est pour empêcher les gens qui se voient.
Oui, c'est probablement le but recherché, c'est d'empêcher les parties qui vont finir à 2 heures du matin chez des gens directement, qui vont réunir plusieurs personnes à la fois. C'est peut-être ça le but. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça le but? Ben ça, on le saura peut-être dans quelques années parce qu'à un moment donné, les vraies histoires vont sortir probablement et on va probablement être au courant de plein de choses qui se passent à l'interne. Puis voir aussi comment, comment ces décisions-là sont prises. Est-ce qu'elles sont prises avec des informations vraiment réalistes du portrait qu'on a euh, à l'heure où les décisions sont prises? Je m'explique un petit peu, c'est que est-ce qu'on fait un pile ou face ou si vraiment on va regarder, on va dire ah, si on coupe ça, ça va faire ça, ou moi, je dirais pas un pile ou face parce que c'est pas fin, mais je pense qu'on y va un peu avec essai-erreur. Puis c'est peut-être plate pour le monde, ça, le essai-erreur, parce que ça fait 2 ans qu'on fait des essais et qu'on fait des erreurs. Je pense qu'on devrait peut-être changer de méthode. On a vu que le couvre-feu ne changeait pas vraiment grand-chose dans la situation l'année dernière. Je pense qu'on devrait essayer autre chose. Les gens sont pas caves, je l'ai déjà dit dans un podcast. Là. Les gens ne sont pas caves non plus. Ils sont capables de faire la part des choses, sont capables de faire attention, de ne pas faire exprès pour avoir des problèmes et de mesurer un petit peu le risque, d'évaluer le risque. Puis, chacun n'est pas tolérable au risque de la même façon. Donc, moi, la chaleur me fait pas trop peur quand j'approche ma main d'un feu, mais il y en a d'autres qui sont à 2 pieds plus loin, puis ils trouvent que c'est dangereux, puis c'est très chaud, puis ils ne sont pas capables de tolérer cette chaleur-là. Fait que c'est un peu pareil au niveau des émotions, au niveau peut-être de ces décisions-là. Est-ce que ce sont les bonnes? Ben, comme j'ai dit, on ne pourra pas le savoir avant probablement quelques années avant que ça sorte effectivement, que les gens qui sont à l'intérieur de la machine vont commencer à sortir pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on a eu, qui vont être un peu plus libres de parler, parce que présentement, ils ne sont probablement pas libres de parler, de dire ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils voudraient dire pour expliquer à la population. Mais je trouve dommage que le gouvernement ne fasse pas cet effort-là d'amener des gens du terrain, des gens qui prennent des décisions, puis de les amener en face du monde pour expliquer le pourquoi on établit, exemple, un couvre-feu à partir de 10 heures le soir, pourquoi on a décidé de fermer les magasins directement, est-ce qu'on peut répondre à des questions qu'on aurait peut-être en, en rapport avec ces décisions-là. C'est plate parce qu'il n'y a pas personne qui répond. Il y a pas. Il y a les amis qui posent des questions bien, bien, bien gentilles, là, qui font placer le gouvernement à avoir pris des bonnes décisions. Je pense que les journaux, les médias en général sont pris un petit peu dans le carcan. Ils sont pris dans le sens où leur paye, c'est plate à dire, mais leur paye est beaucoup, beaucoup, beaucoup payée par les publicités du gouvernement présentement. Je pense pas que le gouvernement aurait besoin de faire de la publicité comme ils le font présentement dans les médias. À mon avis, ils le font simplement pour fournir de l'argent en, comme en subvention déguisée, parce qu'en fait, on met de la pub, mais c'est des subventions déguisées pour maintenir ce monde-là à flot. Sauf que, est-ce qu'un journaliste va garder son objectivité quand il est payé par celui qui devrait se faire questionner? Ben, je ne suis pas sûr que ça fasse la bonne job que ça devrait faire. Mais peut-être les intentions sont bonnes, mais il faudrait probablement, depuis 2 ans, revoir cette façon de faire-là. On le voit, malgré que quand on se place dans les bottines du gouvernement, qui sont au pouvoir, ben eux autres, ça fait leur affaire parce qu'il n'y a pas grand monde qui pose des questions, puis tout le monde semble adhérer à la théorie que le gouvernement va sortir tout simplement, va appuyer les décisions, va appuyer les restrictions qu'ils mettent en place, alors que en d'autres temps, ces gens-là devraient poser des questions, devraient challenger chaque décision du gouvernement, chaque restriction qui est mise en place, chaque coupure de liberté, on va appeler ça comme ça, parce que c'est des libertés. Là. Sortir après 10 heures le soir, c'est une liberté qu'on a enlevée aux gens. D'aller au restaurant sans passeport vaccinal, c'est une liberté qu'on a enlevée à des gens.
Même si vous êtes vacciné 2 doses, 3 doses, là, présentement, le passeport vaccinal, il exige 2 doses, mais il faut probablement s'attendre à ce que ça change prochainement et qu'ils vont le mettre à 3 doses. Donc, ils vont, sans obliger les gens à se faire vacciner, ben, le font de manière détournée et vont aller chercher l'obligation parce que tu ne pourras plus rien faire si tu n'es pas vacciné 3 doses. Donc, ils vont probablement demander le passeport. J'ai vu passer la SQDC, la SAQ. Ils vont probablement demander le passeport vaccinal pour rentrer, le code QR pour être capable d'entrer. Ils vont probablement faire ça pour bloquer les gens qui ont besoin de ces services-là, pour les bloquer, pour qu'ils soient obligés de faire leurs 3 doses. Là, on est à 3 doses. Est-ce que ça va être 4 doses, 5 doses, 6 doses? Est-ce que ça va être rendu 4 fois par année plus tard? Bien, on va le voir un peu plus tard, justement, comment ça va arriver. Mais j'espère que les gens vont finir par poser des questions un peu plus que ça, puis que les médias vont appuyer les gens qui en posent des questions. On n'est pas obligé d'être d'accord avec les questions qui sont posées, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les réponses, mais il reste qu'on devrait tous être d'accord à être capable de poser des questions et d'obtenir des réponses. Moi, je pense que c'est la base de la démocratie, c'est la base d'à peu près tout le système. À partir du moment où on n'a plus le droit de poser des questions, ben, on se ramasse dans une autre sorte de système que je pense que personne veut vivre, mais de côté, les gens le vivent quand même en appuyant les décisions, en appuyant. Je ne dis pas de ne pas suivre les règles, c'est pas ça. Moi, ce que j'explique là, c'est vraiment juste au niveau décisionnel. Personne ne pose de questions, personne est capable de poser de questions et personne n'est en position de poser des questions parce que le chèque de paye arrive de celui à qui tu poserais les questions. Donc, si tu le challenges, c'est sûr qu'il va probablement prendre une petite note dans le côté puis il va dire, lui, on va appeler tantôt son boss ou peu importe, puis on va y faire un clin d'œil en disant, renvoie-moi plus cette affaire-là qui me pose des questions de même devant tout le monde. C'est toutes des suppositions que je fais là. Moi, j'aime ça, j'aime débattre, j'aime placoter. C'est pour ça que je fais des podcasts d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Je sais que en faisant ces podcasts-là, il y en a qui vont peut-être m'aimer, il y en a qui vont peut-être se mettre à me détester parce que j'émets des opinions. Mais c'est comme je dis, c'est vraiment des opinions personnelles. Puis ces opinions-là, ils sont à la minute où je le dis, c'est mon opinion, mais il reste qu'il y a des faits qui font changer mon opinion dans une minute, dans une heure, dans une journée, dans une semaine. Possiblement que je vais avoir changé de plein d'opinions par rapport à aujourd'hui. Mais une opinion qui ne peut changer, je pense, c'est d'être capable de poser des questions, peu importe la situation, puis d'obtenir des réponses. Les gens ne font pas ça, ne font plus ça, les médias ne le font plus. C'est un peu plate. Mais écoutez, je ne referai pas le monde, ça c'est sûr, mais j'aimerais ça que si des gens m'écoutent, que ça fasse réfléchir des gens, puis peut-être répondre à certaines questions, à certaines de mes questions, soit en commentaire si c'est possible de le faire sur la plateforme que vous m'écoutez, ou en m'écrivant directement. Là, vous pouvez me trouver assez facilement. Je suis assez visible un peu partout sur les sites de podcast, sur les sites Internet, un peu partout. Et mon but, c'est vraiment juste de faire réagir, puis de poser des questions, puis de savoir un peu qu'est-ce que les gens en pensent, tout simplement. J'aimerais ça connaître votre opinion là-dessus. J'aimerais ça connaître les opinions générales des gens sans être capable, sans se bitcher, sans se crier après, sans se traiter de non, sans traiter l'autre d'imbécile. Moi, je pense qu'il y a une place à jaser sans être, comment je dirais bien ça, je vois plein de commentaires sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. Là. Les gens essayent de convaincre l'autre ou de traiter l'autre d'innocent puis, parce qu'ils ne pensent pas de la même façon. J'ai vu Jérôme Landry qui a fait un tweet, je pense hier, je pense que c'était hier ou avant-hier, qui dit bravo les non-vaccinés. Lui, il est complètement contre les non-vaccinés. Je pense que tout ce qui se passe présentement, il pense que ça vient des non-vaccinés. Je ne suis pas vraiment de cet avis-là. Les non-vaccinés sont non-vaccinés parce qu'ils veulent bien l'être. Puis si le non-vacciné attrape la COVID, dans ma tête à moi, c'est lui, c'est la personne qui l'a,
qui va subir ou non l'effet du vaccin ou de ne pas l'avoir, en fait. Fait que, à date, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Je vous dirais, des vaccinés 2 doses, c'est plein. Je vois plein de gens que j'ai comme connaissances sur Facebook et, euh, et bien d'autres qui s'affichent là, comme étant positifs à la COVID. La plupart n'ont pas grands symptômes, à part peut-être l'épuisement, un petit peu coulage de nez, mal à la tête, mais surtout de l'épuisement de ce que j'ai vu. Puis 2 jours après, 3 jours maximum, ils sont déjà en train de refaire plein de commentaires puis de trouver des choses à chialer, la plupart dans le système. Mais en fait, les gens qui l'attrapent, la COVID, il n'y a pas vraiment dans ma tête, comme je dis, il n'y a pas vraiment de coupable à ça. Le virus, il est là. C'est plate à dire, mais on va être obligé de vivre avec, on va être obligé de s'en aller vers là et d'apprendre à vivre avec ce virus-là qui est, en tout cas, de ce qu'on voit comme commentaire qui s'apparente à une grippe. Ça me fait rire parce que je vois des gens qui disent ah, ben les symptômes, c'est le nez qui coule, mal de tête, les muscles sont atteints un peu, ça fait mal, douleur musculaire, on vient fatigué. Puis tu as des gens qui écrivent en commentaire ben c'est ce qu'on appelle une grippe, non? Mais il y a plein de commentaires comme ça qui sont quand même drôles, mais que les gens. C'est plate parce que s'il n'y a pas d'autres variants qui sortent, qui sont plus virulents, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui sont plus graves comme problème, ben on va être obligé de dire que c'est une bonne grippe, puis c'est tout, comme c'est là. Oui, il y en a qui ont des plus graves problèmes, mais la grippe fait ça aussi. J'ai vu des découpeurs de journaux, là, quelqu'un qui a fait des collages avec les années 2014, 15, 16, 17, 18, 19, dans lesquels on voit urgence déborde, occupation de l'urgence à telle place à 300 tout est mal pris depuis bien des années. Fait que le problème, c'est pas vraiment le virus qui est le problème. C'est la capacité de traiter les potentiels malades. Donc, ce qu'on fait présentement, qu'on tente de faire, c'est juste pour protéger le système de santé au cas où il y en aurait des gens qui auraient besoin d'être hospitalisés. C'est comprenable et c'est souhaitable aussi qu'on en prenne soin parce qu'on en a besoin. Par contre, la question qu'il faudrait poser, c'est que ça fait 2 ans que le gouvernement est au courant que ça ne tient pas. Ben, en fait, ça doit faire 25, 30, 35 ans parce que j'essaye de me souvenir, moi, du temps où il n'y en avait pas de problème à l'urgence ou dans les hôpitaux en général. Je ne suis pas capable de m'en souvenir. Je ne suis pas capable de me rappeler, de dire ah oui, quand j'avais 10 ans, il n'y en avait pas de problème. Vite comme ça, de ce que je me souvienne, il y a toujours eu des problèmes dans les hôpitaux aux urgences. Ça a toujours débordé. Il a toujours fallu attendre des éternités pour passer. Que ce soit enfant ou adulte, là, je trouve dommage aussi quand c'est des enfants parce que j'en ai, oui, mais j'en vois quand je vais à l'urgence qui ont des problèmes avec les enfants. Tu sais, les enfants font de la grosse fièvre, sont vraiment malades et ils doivent attendre des 12 heures, 15 heures, 20 heures à l'urgence avec leur enfant dans les bras qui pleure, qui est pas bien, qui va vraiment pas bien. C'est notre système. Il paraît que c'est 1 milliard par semaine, je pense qu'on dépense dans le système de santé présentement. Ben, présentement, depuis plusieurs années, je pense. C'est pas drôle, pareil. 1 milliard par semaine et on n'est pas capable de compter sur 1000 personnes qui peuvent être malades en même temps dans la province, qu'on est au-dessus de 8 millions. C'est probablement un problème qu'on a et qu'on devrait régler et que le gouvernement aurait dû commencer à régler depuis le début de la pandémie. C'est quand on s'est aperçu qu'on allait avoir de la misère, bien, quand il y a une accalmie, on essaye de récupérer des erreurs qu'on a faites. On va apprendre de nos erreurs. Donc, peut-être que la meilleure façon, ça aurait probablement été de justement placer nos pions un petit peu de meilleure façon versus le début de la pandémie. Il y a eu des négociations avec le milieu hospitalier, je pense, durant la pandémie. On a simplement accordé ce que les gens demandaient. On n'a pas posé de questions, je pense. On n'a pas tenté de changer le système. On n'a pas dit, ben écoute, on va signer une convention pour 1 an.
On va s'asseoir toute la gang pendant ce temps-là, puis on va défaire le jeu de cartes, puis on va le recommencer. Je pense que ça aurait été l'occasion de le faire. Je pense que ça aurait pu être bénéfique pour tout le monde, sauf probablement pour le système hospitalier qui, je pense, semble, je ne veux pas dire ça comme ça, mais pas semble aimer être géré comme ça, mais personne ne veut faire l'effort de jeter les gants puis de recommencer. Je pense qu'il y a une bonne journée, il va falloir y penser puis de voir à ce qu'on est capable de faire à ce niveau-là. C'est vraiment un problème qu'on a d'essayer de toujours remettre de l'argent, toujours remettre de l'argent. Est-ce que remettre de l'argent va régulariser le problème? C'est un peu comme dans l'éducation, c'est un peu comme partout où il y a des problèmes, on met de l'argent et je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'on ne s'aperçoit pas que même si on met de l'argent, on ne solutionne pas le problème. Je passe à une petite pause parce que c'est ce qui fait que ça roule aussi, ce podcast-là. Donc, on revient après la pause. Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com. On est de retour, donc c'est pas une grosse pause, puis le commanditaire, je le connais bien. Donc, je suis rendu là, tu sais, je tente de faire mes podcasts avec ce que j'ai, ce que je suis capable de faire. Et c'est sûr que ça coûte de l'argent pour les faire parce que l'équipement est tout... mais de A à Z, c'est présentement moi qui fais tout. Qui fait les montages, qui fait les enregistrements, qui fait de A à Z les podcasts, le monter studio et tout ça. Je tente de les faire du mieux que je peux. C'est clair que je n'ai pas énormément d'expérience là-dedans, mais je commence à me placer puis à apprendre plein de choses aussi. J'écoute énormément de tutoriels sur Internet, sur YouTube, qui me servent également, je vous dirais, à placer les appareils, à faire des montages au niveau vidéo, au niveau sonore. Donc, on prend le temps d'essayer de s'améliorer, mais s'il y a des suggestions, s'il y a des gens qui connaissent ça et qui veulent m'aider, bien, gênez-vous pas, faites-moi signe. Pour revenir au problème qu'on a présentement, les hôpitaux, je pense qu'on aurait dû, quand on a négocié, commencer à prévoir une restructuration complète. Complète, vraiment complète, là, repartir, là, tout jeter d'un vidange, parce que ça ne fonctionne pas depuis 25, 30, 35 ans, ce système-là. On met de l'argent, on met de l'argent, on met de l'argent, mais ça ne fonctionne pas plus. Il n'y a pas plus d'amélioration, il n'y a pas plus de services. Les gens ne sont pas plus heureux à travailler non plus. Les gens qui y travaillent ne sont pas heureux non plus. Donc, oui, on achète un petit peu leur travail en donnant un peu plus au niveau de la paye. Mais oui, on va donner peut-être des fois des conditions un petit peu mieux. On va dire, bon, ben, maintenant, tu as le droit à tant de congés payés, parentaux, pas parentaux. En tout cas, tout ce qui se fait présentement. Mais je pense que la solution, elle n'est pas là. Moi, je pense que la solution, c'est de mettre au vidange le système et de reconstruire avec les intervenants du système. Donc, les gens sur le plancher. C'est sûr que dans une boîte où il y a, je donne un exemple, je ne sais pas moi, 50 médecins, il y a 80 infirmières, puis ça roule, bien, les mieux placés pour justement dire il manque une personne à tel endroit, on devrait permettre à ces gens-là de faire telle chose au lieu de faire telle chose, bien, je pense que les gens sur le terrain sont les mieux placés pour mettre en situation le système. Là, on le voit, ça ne marche pas. Il y a du monde intelligent dans la place là, qui sont capables de dire, ben regarde, si on avait mis ce monde-là à tel endroit, à faire telle chose, on ne serait pas où on est là, dans telle situation. Ben pourquoi on ne s'en sert pas de ce monde-là? Pourquoi on ne les prend pas puis qu'on les amène à améliorer leur système et leurs conditions automatiquement? Ils sont sur le plancher, ils les voient, les erreurs. Ils les voient, les solutions, au fur et à mesure qu'elles arrivent. Puis, il n'y a personne qui travaille en ce sens-là. Tout ce qu'on fait, c'est, on va vous donner un bonus de temps, on va vous donner des congés, peu importe. C'est tout ce qu'on fait.
personne ne pose de questions. Les gestionnaires qui sont là, oui, ils sont sûrement qualifiés pour y être, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de gestionnaires? Moi, je vais comparer ça aux chefs et les Indiens. Si on a plus de chefs que d'Indiens, on le sait, c'est jamais une bonne chose. Ça prend des Indiens pour faire que le chef soit bon. Donc, je pense que à l'inverse, si on s'en va dans le système des hôpitaux, ben, le système de santé, il a besoin d'être amélioré, puis il a besoin probablement de plus d'Indiens que de chefs. Fait que ce qu'on a fait de ce que j'ai vu, c'est qu'on a ajouté énormément de chefs depuis je ne sais pas comment de temps, mais même quand le gouvernement Legault est entré en poste, il devait couper énormément de personnel qui n'est pas sur le plancher, devait restructurer tout ça. Personne n'a parlé de ça, ça n'a jamais été fait. Et à l'inverse, on a engagé encore plus de monde que ce qu'on avait engagé avant. Donc, Legault avait dit qu'il allait réduire la taille de l'État. C'est l'inverse, on l'a augmenté de, je ne me souviens plus comment, de 1000 personnes. Mais on a toujours moins de services quand on se présente dans un hôpital ou quand on veut avoir des services au niveau santé. On a moins de réponses, on a moins... J'entendais là, hier le CHU de Québec qui va délester une partie de ses opérations. Donc, les gens, je pense qu'on tombe à 53% de la capacité, quelque chose du genre, là, pour libérer des gens pour aller en COVID. Puis... ben, coudonc, on avait déjà un problème parce qu'il y a des chirurgies qui sont retardées depuis 1 an, 2 ans. Pas retardées, ils sont juste sur la pile, puis ils les font une après l'autre, mais ils ont du retard et du retard et du retard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnel. Pourquoi il n'y a pas de personnel? Ben, c'est là qu'il y a le problème. C'est est-ce qu'on a des conditions qui sont bonnes pour le personnel? Est-ce qu'on a des salaires qui sont bons pour le personnel? Mais est-ce qu'on a du personnel placé au bon endroit dans chaque hôpital? C'est probablement là qu'est le problème. Oui, il y a du monde qui travaille en santé, mais est-ce qu'ils sont à la bonne place? Moi, c'est là ma question. J'aimerais ça savoir comment on pourrait récupérer ce monde-là puis les placer à des endroits stratégiques pour améliorer le système. Je sais que j'ai entendu des médecins qui disaient, ben écoute, moi, je suis sur le terrain, là, je pourrais passer énormément de clients de plus, des patients, moi j'appelle ça des clients parce que c'est des clients quand même. Sauf que beaucoup de paperasse à remplir. Donc, est-ce qu'on pourrait, je sais pas moi, prendre quelqu'un qui est dans un bureau administratif puis l'envoyer sur le plancher et effectuer ces tâches-là pour le médecin, exemple? Le médecin donne ses notes ou va donner ses notes, je ne sais pas moi, enregistrées tout simplement, puis l'autre va placer ça dans le dossier, puis on met l'enregistrement en pièce jointe dans le dossier du client. Donc, ça veut dire que, mettons qu'il y a un problème plus tard, la personne a mis les notes, a fait les recommandations du médecin en écrit ou dans le système, ben on pense que peut-être que ça a été mal fait, ben on a toujours l'enregistrement qui est là. Le médecin a dicté ces informations. Est-ce que la personne qui les a prises les a mal interprétées ou mal inscrites dans leur dossier? Bien, on est capable, on est en mesure de le vérifier tout le temps. Et ça, dans 5 ans, dans 10 ans, dans peu importe le nombre de temps, on aurait toujours une référence si jamais on a un problème. Peut-être que je rêve en couleur là, de ce que je viens de vous dire là comme expérience, mais je pense qu'on serait en mesure de faire ces choses-là. Les médecins n'auraient pas à remplir la paperasse pendant une demi-heure suite à avoir rencontré un patient pendant 15 minutes. C'est pas logique. Les gens sont bons sur le terrain, ils sont qualifiés sur le terrain, mettons-les aux bonnes places, puis appuyons-les avec d'autres personnes qui sont bons dans un autre domaine. Exemple, justement, la paperasse, le suivi, les dossiers, tout ce qui devrait suivre quand ça arrive, autrement dit, quand le patient a été rencontré, bien, le médecin, après, je ne sais pas comment on peut arriver à faire la gestion de ça, mais l'exemple que je viens de donner avec un petit enregistrement pour chaque patient avec le numéro de dossier, bien, ça serait simple à faire. Puis le fichier suit le dossier, tout simplement.
Ça devrait être très simple, mais c'est toujours compliqué de toute façon. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, ça va être compliqué. Juste prendre des prises de sang, c'est compliqué. J'en avais, moi, à prendre là, dernièrement. Puis j'ai appelé le centre pas loin de chez nous. Puis oui, il n'y a pas de problème, on peut vous faire ça, il n'y a pas de trouble. Envoyez-moi la prescription par courriel. Donc, j'envoie la prescription par courriel. On me rappelle le lendemain pour dire ce genre de prise de sang-là, on ne peut pas les faire. Là, moi, je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais pourquoi on ne peut pas les faire? Il faut que ça soit congelé, puis on n'a pas d'appareil, nous autres, pour congeler, pour envoyer ça tout de suite pour analyse. Donc, il faudrait aller à l'hôpital du coin ou autres cliniques qui vont permettre ce type de prise de sang-là. Donc, j'ai fait des téléphones, c'est ah oui, peut-être, il faudrait voir, ça irait, exemple, là, dans un mois. Et moi, je ne voulais pas passer mes prises de sang dans un mois, je voulais les passer tout de suite quand je les ai eues. Fait que je suis allé dans une clinique privée à Québec, puis j'ai posé la question, je n'ai même pas appelé, je n'ai pas demandé de rendez-vous, rien. Je suis allé là-bas, j'ai dit, est-ce que vous faites ces prises de sang-là ici? La madame a regardé ça, elle a pitonné un petit peu, elle a vérifié quelques affaires, puis elle a dit, oui, moi, je peux les faire, il n'y a aucun problème. Elle dit, la seule chose, il faut que ça parte tout de suite. Fait qu'elle dit, moi, j'appelle mon transporteur tout de suite. Puis elle dit, je peux vous les faire tout de suite, vos prises de sang, si vous voulez. Go, assis, puis prends la prise de sang immédiatement. Donc, le temps qu'elle fasse l'appel du transporteur, même le transporteur est arrivé avant même que je sois assis sur la chaise pour faire la prise de sang. Fait que le gars a attendu, elle a fait la prise de sang, elle a mis ça dans des petites glacières, puis le gars est parti. Il allait mener ça au CHUL directement pour les analyses. Ça fait déjà un bon bout de ça, puis j'ai pas eu encore de nouvelles non plus. Et là, avec les compressions, pas les compressions, mais avec les délestages qu'ils ont annoncés hier, je pense que je vais attendre probablement encore plus longtemps. Fait que si je veux aller plus loin, il va falloir que j'aille au privé et faire les analyses au privé et payer au privé. Alors qu'il y a 1 milliard d'argent qui se donne par semaine dans le système de santé. Je pense juste que c'est pas logique. Je pense qu'on serait capable de faire beaucoup mieux avec ce qu'on a là. Ça va prendre quelqu'un qui va probablement mettre la hache dans le système et avoir le guts de le faire, se mettre à dos un peu beaucoup de monde, surtout les syndicats. Parce que les syndicats, c'est bien le fun à certains endroits, mais ça met les bâtons dans les roues à d'autres. Fait que, exemple, le système de santé, oui, on a un système de santé qui marche quand même, mais il marche pas comme il devrait marcher avec l'argent qui est mis là, surtout. Et c'est dommage parce que le service n'est pas là pour la population. Fait que, est-ce que le syndicat fait une bonne job? Certains vont dire, oui, ils ont gagné la dernière convention, ils lui ont donné ci, ils lui ont donné ça. Ils ont travaillé pour les travailleurs. Est-ce que les travailleurs sont plus heureux aujourd'hui de travailler dans le système de santé? Je pense qu'on devrait leur poser la question, puis je ne suis pas sûr qu'on va avoir la bonne réponse que les gens attendent. Les gens en santé, je pense que la plupart ne sont pas vraiment heureux de travailler en santé. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, mais plutôt parce que l'environnement, le système, tout ce qui est alentour de leur travail est problématique. Parce que sur le plancher, leur travail, je pense qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Je pense qu'ils n'ont pas de trouble à ce niveau-là. C'est vraiment tout ce qui est alentour de leur travail à eux qui est problématique. Les infirmières devraient avoir probablement plus de latitude au niveau de la job. Ils sont capables de prendre des décisions, les infirmières, ou quitte à donner une petite formation supplémentaire pour autre chose. Mais quand on passe au tri, les infirmières nous passent au tri et je vous dirais qu'ils n'ont pas le droit de le dire, mais sauf que ils savent très bien qu'est-ce qu'on a la plupart du temps là, quand c'est des cochonneries. Là. Quand les gens y vont avec la fièvre, un mal, une place, la plupart du temps, ils l'ont déjà vu le cas, là, puis ils savent c'est quoi le problème, puis ils seraient capables de même directement donner la prescription et dire retournez chez vous en passant par le pharmacien, puis ça devrait régler le problème. Si ça n'a pas réglé le problème, revenez nous voir dans 3 jours, dans 4 jours, puis on ira plus loin. Mais quand dans 3-4 jours, tu y retournes, il ne devrait pas recommencer le processus à A, on est déjà rendu à D. Continuer à E, je ne sais pas si les gens
sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis là, mais je pense qu'on devrait continuer le processus et non recommencer, parce que je prends encore mon exemple personnel, ben je suis allé quelques fois depuis 1 an ou 2, puis on trouve pas ce que je fais des prises de sang, mais on va pas plus loin. Quand je rencontre quelqu'un qui a été soit référé par un autre, je recommence mon histoire, je recommence qu'est-ce que j'ai, le détail, puis ce qu'on dit, bon, ben là, on va t'envoyer passer, on va commencer par des prises de sang. Ouais, mais j'en ai passé, ça fait 3 fois, 4 fois que j'en passe des prises de sang. Ouais, mais là, on va demander telle affaire, telle affaire. Et c'est ça depuis, comme je vous dis, là, ça fait presque 2 ans, je pense, que je taponne là-dedans et que j'ai pas de nouvelles, puis que je couraille, que je vais dans le privé même, comme j'ai dit tantôt, pour essayer d'avoir des solutions puis des réponses, mais j'ai pas rien. J'avais un médecin à un moment donné qui m'a dit je vais le trouver ton trouble, c'est certain, je vais le trouver, puis je lâcherai pas tant que je l'aurai pas trouvé. Quelques mois plus tard, il prenait sa retraite et, et ça a tombé mort. Il m'avait même donné son adresse courriel personnelle pour que je communique avec directement parce que j'avais vraiment l'impression que le gars, il lâcherait pas pantoute, là. Puis j'y ai écrit, il m'a jamais répondu. Mais peut-être le gars, effectivement, il travaille, puis il est encore dans le jus, puis tout ça. Mais c'est plate parce qu'on a commencé, on a évalué certaines pistes, on a enlevé, puis là, pouf, le gars est parti. Fait qu'il faut recommencer. Ben, qu'est-ce que ça fait dans le système? Ben, ça retarde le système, tout simplement. On recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut reconsulter, il faut reparler du dossier, il faut refaire les prises de sang, il faut refaire les examens quand on recommence avec un nouveau, parce que lui, il n'a pas suivi ce que l'autre a fait. Pardon. Donc, c'est ça. Je sais pas. Moi, comme j'ai dit, là, je parle pour parler, puis j'essaye de poser des questions puis de répondre en même temps. Mais je parle de mon expérience, je parle de ce que je vois, je parle de ce que j'entends, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, effectivement. Je sais que les réseaux sociaux, il faut en prendre et en laisser. Là. Je suis vraiment quelqu'un qui en prend et qui en laisse aussi. J'ai pas. Rarement, je vais parler de quelque chose quand j'ai pas une deuxième puis une troisième opinion, mais normalement, je valide pas mal tout ce que je regarde. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est la même chose. Je vais analyser, je vais regarder, je vais comparer pour être capable de me faire une bonne idée de ce que j'ai besoin et de ce que je peux avoir. Ben, si je fais la même affaire dans mon opinion, c'est souvent comparé avec d'autres affaires. Comme j'ai dit, c'est mon opinion, ça veut dire que c'est pas scientifique, loin de là, mais c'est juste à écouter, à regarder, à comprendre. Plein d'articles, plein de personnes qui parlent, mais de sources variées aussi, pas juste des médias qui sont payés par le gouvernement et qui ne peuvent pas poser de questions. Je reviens toujours, presque sur le même point, c'est que je trouve dommage que les médias et les journaux, les journalistes sont liés monétairement par le gouvernement. Ils ne peuvent pas faire leur travail de journaliste qu'ils devraient faire normalement. Tout ça pour dire que je m'amuse à faire ces podcasts-là, puis à placoter, puis tout ça. J'aimerais ça voir que des gens écoutent. J'ai pas vraiment de feedback encore. Je sais que c'est long pour en avoir écouté plusieurs, pour avoir fait plusieurs apprentissages là, au niveau podcast, puis au niveau publicité de podcast, puis comment ça fonctionne. Je sais que c'est long avant que les gens écoutent, puis tout ça, mais ça prend juste une petite poussée pour partir. Mais il reste que présentement, la situation qu'on a, là, comme là, moi, les enfants, ils n'ont pas d'école. L'école est retardée d'une semaine. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais c'est pas sûr que ça va. Même, là, c'est retardé de 2 semaines en présentiel, mais j'ai l'impression que la semaine prochaine, on va faire des rencontres Zoom pour les écoles. Ils vont faire l'école à la maison. Donc, on va devoir installer tout ce monde-là. Parce que, comme j'ai dit, j'en ai 5. J'en ai pas 5 à l'école, mais j'en ai 4 à l'école. Fait que il faut les installer, ce monde-là. Là. Fait que moi, j'ai besoin de 4 installations pour avoir de l'école à la maison, sans qu'ils se pilent sur les pieds, sans qu'ils se
chamaille avec les appareils sans que la chicane pogne, puis j'entends pas, puis ferme-toi, tu sais. Fait que on va les placer chacun dans leur chambre, mais ça va quand même prendre l'équipement, la ressource, puis veut pas, ça prend du temps, là. Il faut s'occuper que tout fonctionne, parce que souvent, assez souvent, le système qui est en place n'est pas encore le bon. On fait plein de choses. Je ne sais pas comment ça marche, c'est le lobbyisme qui fait ça, mais on établit des façons de faire qui, des fois, seraient tellement plus simples par un autre chemin. Pourquoi on prend le chemin compliqué? C'est comme j'ai dit, il y a probablement une question d'argent en arrière de ça. C'est des gens qui vendent leur système, qui vendent. J'ai lu aujourd'hui BlackBerry. BlackBerry, je pense qu'ils ferment complètement la shop et il n'y aura plus rien dans le BlackBerry qui va exister. Pourtant, BlackBerry était une compagnie qui valait des milliards et des milliards à un moment donné, avec leur téléphone, le système de sécurité qu'il y avait dans leur téléphone. Le gouvernement au complet, moi, de ce que j'ai eu connaissance, le gouvernement du Canada, du Québec, les Américains, le gouvernement américain était tout équipé en BlackBerry parce qu'ils disaient que c'était comme la solution la plus sécuritaire. Et BlackBerry a travaillé sur leur système énormément et ils avaient vraiment le monopole dans ça, là. Mais c'est un système vraiment à part que personne ne pouvait jouer dedans. Donc, tout partait de BlackBerry. Est-ce que c'était une bonne solution, une mauvaise solution? Peut-être qu'au niveau sécurité, tant que les autres ne se sont pas réveillés et qu'ils n'ont pas mis... ils n'ont pas mis leur charge de travail dans ce sens-là pour aller chercher ce marché-là, ben ça roulait, puis là, c'est venu de moins en moins à la page. Il n'y avait plus d'argent pour faire de développement, probablement autant qu'ils en ont fait au début, et c'est tombé. Fait que là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait plus de service là, pour les téléphones et BlackBerry qui sortaient. Et pour en avoir eu un ou deux au début de ça, j'avais justement fait installer un serveur de courriel. Avec le BlackBerry, c'était vraiment un problème. Le serveur de courriel BlackBerry devait être installé complètement à part du système de serveur, exemple Microsoft, qui était Exchange dans le temps. Les deux, pour se parler, devaient avoir une interface entre les deux qui prenait un genre de 4 heures à installer avec le service BlackBerry au téléphone pour dire clique à telle place, écris telle affaire, fais telle affaire. Moi, je l'ai fait, puis c'était vraiment quelque chose comme 4 heures ou 5 heures de temps à installer l'interface pour que les deux puissent se parler. Donc, c'est sûr que pour le gouvernement, ça ne change pas grand-chose parce que la personne est payée à la semaine. Fait qu'ils installent le système, puis ils sont payés à la semaine pareil. Par contre, la plupart de ces systèmes-là ont été installés en sous-traitance, donc payés à contrat par nous autres, les citoyens qui payent de l'impôt, qui payons des taxes. Bien, tous ces systèmes-là ont été installés par des sous-traitants, probablement engagés par quelqu'un qui s'est fait dire engage ces gens-là. Et c'est plate, c'est de valeur parce que la roue, elle est comme ça dans tout au niveau gouvernemental, au niveau compagnie. Les grosses compagnies, c'est le même problème. Et ils ne prennent pas nécessairement le bon système, mais ils prennent plutôt celui qui est poussé le plus. Alors qu'on devrait faire une analyse puis dire, c'est quoi pour nous autres là, qui devrait fonctionner le mieux pour les enfants à l'école? Est-ce qu'on a quelque chose qui est compatible à peu près avec tout? Le moins compliqué possible, qui donne full service quand on a un problème, parce que je vous le dis, l'année passée, quand on a fait ça, l'école à la maison, ben ça plante. Fait que là, les professeurs envoient un message pour dire, finalement, on ne pourra pas se parler aujourd'hui parce que là, le système, on ne réussit pas à fonctionner. Fait qu'on va se reparler demain. En attendant, voici, les enfants peuvent faire l'exercice telle affaire, dans tel cahier. Puis je vais tenter de vous envoyer un nouveau lien demain pour vous connecter, puis on va voir qu'est-ce que ça fait. Fait que, oui, la majorité du temps, ça marchait, mais souvent, même trop souvent, il y avait des problèmes à ce niveau-là aussi. Fait que les enfants, c'est bien le fun,
Au début, ils trouvaient ça le fun, l'école à la maison, mais je vous dirais qu'à cette heure, ils aiment moins ça à cause de ça, parce que ça ne fonctionne pas toujours bien. Fait qu'ils commencent, puis là, ben, pouf, ça plante, ils sont pas capables d'entendre, l'inverse, ils sont pas capables de poser des questions. Tout, en tout cas, c'est le système qui est fait de même. C'est sûr que c'était nouveau l'année passée, mais est-ce que cette année, on aura appris de l'année passée? J'en doute. On verra bien ce que ça donnera la semaine prochaine, parce que je pense que la semaine prochaine, on tombe justement en école à la maison et en présentiel, en théorie, l'autre semaine d'après, si le bon gouvernement va nous autoriser à retourner les enfants à l'école. Fait que ça fait en sorte que les dommages collatéraux qu'on a par rapport à ça, ben ils sont pas marqués à nulle part. Hein? On est pris pour rester à la maison, on est pris pour les aider, on est pris pour mettre ce système-là en place pour que ça marche pour eux autres. Mais pendant ce temps-là, nous, on ne peut pas travailler. Nous, on est pris dans le système, puis on n'a pas le choix. On peut pas, même, tu sais, on peut même pas prendre une gardienne pour dire « Hey, peux-tu passer la journée à la maison? » On n'a même pas le droit. Fait que c'est toutes des choses qui devraient avoir été apprises de l'année passée. Mais il semble qu'on n'a fait aucune modification avec l'année passée. On retourne aux habitudes de l'année passée, tout simplement. On va ajuster ça avec ça, puis on verra comment ça va se passer. On recommence. Fait que c'est plate de ne pas être capable d'apprendre des erreurs qu'on fait, puis de mettre en place des systèmes qui fonctionnent, qui seraient si simples après ça à installer. Puis juste l'école, je vais chercher les enfants, moi, au service de garde, des fois, après l'école. Et il y a un intercom à la porte pour les appeler, parce que quand on arrive à la porte, ils ne nous voient pas, personne ne nous voit, fait qu'il faut peser sur l'intercom pour parler à l'éducatrice à l'intérieur, pour dire « Hey, je viens chercher tel nom. » Et je vous dirais, là, 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut cogner dans la porte, il faut cogner dans la fenêtre, jusqu'à ce que quelqu'un entende que ça cogne, ou passe dans le corridor, puis il va avertir l'autre pour dire « Hey, il vient de chercher tel enfant. » C'est incroyable, pareil, que ça soit encore ça. Moi, ça fait quoi, là? 7-8 ans peut-être, là, que ça doit faire 8 ans, certains, que j'ai des enfants à l'école. Puis ça fait 8 ans, c'est le même problème. Les intercoms ne marchent pas. Si on n'est pas placé pour qu'ils nous voient, s'ils font pas s'il n'y a pas quelqu'un qui passe dans le corridor, personne ne nous voit, fait qu'on niaise à la porte. Pas grave quand il fait beau, quand c'est l'été. Mais quand il fait froid, comme aujourd'hui, c'est très froid. Quand il fait froid, les gens qui vont aller attendre à la porte, ben si on attend 10 minutes parce que ça répond pas, ben moi, là, j'en ai dans 2 écoles. Fait que je fais une école, je cogne, je m'arrange pour qu'ils s'en viennent. Et si j'attends 10 minutes, les autres attendent encore 10 minutes de plus à l'école. Si j'attends encore 10 minutes, je suis rendu à 20 minutes. Donc, je suis revenu à la maison pour faire, exemple, le souper 20 minutes plus tard. Juste parce que le système d'intercom ne fonctionne pas à l'école. C'est pas normal. C'est des choses simples. Dans le temps des Télévox, quand j'étais petit, ben, c'était peut-être un peu plus compliqué, je pense, ces systèmes-là. Mais aujourd'hui, là, on peut installer des caméras, on peut installer à peu près n'importe quoi pour 100$. Là. Mettez 200$, on va installer un méchant bon système qui va marcher, puis qu'on va avoir des réponses. Je trouve ça dommage qu'on ne soit pas capable de le faire, puis qu'on continue quand même avec des cochonneries qui ne marchent pas, 9 fois sur 10 qui ne fonctionnent pas. Pas l'inverse, là, ils ne fonctionnent pas à 9 fois sur 10. C'est 9 fois sur 10 qui ne fonctionnent pas. Fait que, puis, tu sais, je vois d'autres parents qui attendent quand je vais chercher les miens. Puis c'est les mêmes réflexions, là. C'est le même problème pour les autres parents. Ils disent la même chose. Des fois, je m'amuse à dire Ah, ben l'intercom, inquiétez-vous pas, il ne fonctionne pas. Ah non, pas encore. Ben, moi, ça fait tant de temps que je viens, puis il n'a jamais fonctionné. Ben, ça veut dire que je ne suis pas tout seul. T'sais. C'est une problématique. Ça ne semble pas changer grand-chose au niveau de l'école. Ils ne s'en occupent pas. Et de réparer ça, ça ne semble pas une priorité. Très loin, je pense, même dans les priorités. C'est dommage. On devrait arranger tout ça pour que le système fonctionne. C'est une niaiserie que je vous parle là, les intercoms dans l'école. Ça n'a aucun sens que je parle de ça. Ça ne devrait même pas durer une semaine, le problème. C'est
simple à réparer, simple à régler, ce problème-là. Mais non, on ne le règle pas, on ne le répare pas, puis on vient avec, puis ben non, il ne marche pas. Les éducatrices ils reviennent, puis ben non, il ne marche pas encore. OK, t'as pas le choix. Des fois, je me dis, j'ai envie de l'acheter puis de l'installer pour eux autres, puis de leur montrer comment ça marche. Ça va me prendre une demi-heure, puis ça va être fait. Mais non, c'est pas. Puis encore là, ils ne voudront pas parce que ça ne sera pas leur système. Ils n'auront pas engraissé les amis du système. Fait que ça ne marche pas. T'sais. Il y a mieux être 5 ans à ce que ça ne marche pas, mais quand dans 5 ans, ils vont le racheter, c'est probablement un de leurs amis quelque part qui va avoir fait du lobbyisme à l'intérieur, à l'interne, puis qui va aller implanter ce système-là dans les écoles. Et ils vont s'apercevoir que 2 mois plus tard, ben, c'est désuet parce que le gars, déjà, ça fait 5 ans qu'il travaille pour leur rentrer le système. Puis pendant qu'il travaillait pour leur rentrer le système, il ne l'a pas amélioré. Là. Fait que quand il va le rentrer, il va être déjà 5 ans en retard une fois installé. Je pourrais en dire des choses comme ça pendant plusieurs heures. J'avais un ami qui était professeur d'éducation physique dans une école. Puis un bon matin, dans son gymnase, il est avec des élèves. Il arrive une grosse équipe, puis ils disent on commence à monter des échafauds, on va changer les lumières dans le gymnase. Lui, il dit ben écoute, moi, mes lumières, ils fonctionnent bien, on voit bien, puis il n'y en a pas de brûlé, tout va bien, il n'y a pas de trouble. On pourrait pas faire d'autre chose que ça avec cet argent-là. Fait qu'il est parti, il est allé voir le directeur avec ça, puis il a dit écoute, ils viennent changer les lumières, ça n'a aucun sens. Ça prendrait des ballons pour jouer. On manque de ballons pour jouer dans le gymnase. Pas de lumière. Les lumières, on en a. Mais des ballons, des équipements comme ça, là, il en manquait, il n'y en avait pas assez ou il n'y en avait pas du tout. Et le directeur a tout simplement dit écoute, j'ai pas le choix. Cette enveloppe-là, il faut la dépenser en luminaire. Fait que je suis obligé de changer les lumières pour passer cette enveloppe-là parce que si je ne passe pas cette enveloppe-là, je vais me la faire couper l'année prochaine. Je ne serai pas capable de continuer à changer les lumières. Pour rien. Hein? On s'entend parce que les lumières, il y allaient bien. Là. Fait que le gars, le directeur, est obligé de dépenser l'argent de la façon dont le gouvernement a envoyé cet argent-là en disant voici tant de, probablement 100 000 pour changer votre éclairage dans le gymnase et vous devez appeler telle personne et telle personne pour faire le changement parce que c'est sûr qu'il y a toujours la question des amis au travers de ça, fait que les gens sont reliés toujours avec un autre un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Ils sont pris en sandwich de tous les côtés pour avoir parlé souvent à plusieurs. Ils sont pris en sandwich d'un bord et de l'autre, fait qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Fait que le budget, ils ne pouvaient pas acheter des ballons avec, mais ils pouvaient changer les lumières qui étaient encore très bonnes et qui faisaient très bien la job. Un problème qu'on a, c'est dans les écoles, les budgets devraient appartenir aux directeurs d'école et devraient être capables de mettre l'argent où ils en ont besoin et non ce que les amis du gouvernement ont besoin de vendre. C'est ça qui est plate. Bien, ça, tout le système le connaît, là, le problème. Là. Cet ami-là qui m'a raconté ça, là, ben, il l'a raconté à d'autres. Là. Puis le directeur l'a raconté à d'autres aussi. Là. Tout le monde est au courant de ces problématiques-là. Mais personne n'est capable de les régler parce que quand ça arrive plus haut, ben, il y en a toujours un qui dit ferme-toi, prends ce que tu as à prendre, là, prends ce qu'on te donne, là, puis occupe-toi pas de la balance. Nous autres, on fait la job en haut, ferme ta boîte. Fait que personne n'est capable de changer rien. C'est toujours la machine en haut qui mène le bal, qui mène les subventions, qui mène l'argent qui est donné. Ben, c'est toujours relié, la plupart du temps, à quelqu'un qui est probablement dans le giron du gouvernement quelque part, qui va bénéficier de cet argent-là parce que lui, il vend des lumières, des luminaires, il est électricien, il a toute la machine pour le faire, fait qu'il va faire toutes les écoles et il va pogner un contrat de millions et de millions et de millions de dollars à cause qu'il est bien connecté, possiblement qu'il a bien payé les bonnes personnes et la machine travaille pour lui, tout simplement.
C'est dommage qu'on soit encore là, qu'on n'a pas appris encore de nos erreurs, qu'on n'est pas capable de gérer cet argent-là, un peu comme le gouvernement revendique l'argent qui est envoyé par le fédéral. Il y en a une chicane, là, justement, le provincial n'est pas content que le fédéral veut envoyer de l'argent pour le système de santé, ou plutôt les systèmes, pas les systèmes, mais les CHSLD, puis les RPA, tout ça. Là. Je pense que le gouvernement fédéral veut s'immiscer dans ça. Puis je pense que le gouvernement provincial dit hey, non, envoyez-moi l'argent, là, puis je vais m'en occuper, moi. T'as pas d'affaire à me dire où la mettre. Mais ils font la même chose à plus petite échelle de l'autre côté. Donc, le gouvernement provincial va envoyer de l'argent au gouvernement municipal, va dire cet argent-là, il faut que tu la dépenses sur l'achat de nouveaux crayons dans les bureaux. On n'écrit plus en bleu maintenant, on va écrire en rose. Donc, puis pour tes crayons roses, il faut que tu appelles telle compagnie. C'est eux autres qui ont le contrat, autrement dit, pour fournir toute la gang. Ben c'est pareil. C'est plate, ça fonctionne comme ça. On n'a plus de pouvoir à l'interne pour faire changer les choses. Ben ils sont pris dans l'engrenage, puis les gens se découragent. Les bonnes personnes là, qui avaient plein de bonnes intentions, là, ben ils viennent désabuser, ils viennent écœurer, ils ne veulent plus tenter de changer quelque chose parce que là, ça fait combien de fois qu'ils essayent de faire changer la mentalité, de faire changer le système. Puis tout ce qu'ils se font dire au final, c'est ferme-toi, ramasse qu'est-ce qu'on te donne, c'est déjà beau, sinon tu n'en auras plus. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils se la ferment, ils deviennent blasés, ils deviennent plates pour les étudiants. Parce que les étudiants, là, il y aurait du fun avec ces gens-là. Il y avait du fun. Quand les gens commencent, là, ils ont plein de bonnes intentions. Ils sont en tout cas, ils font plein de choses avec les jeunes. Ils deviennent désabusés parce que, justement, le système fait en sorte que ces gens-là n'ont plus de pouvoir pour changer les choses, pour améliorer les choses, améliorer tout leur système, améliorer l'enseignement, améliorer... mettez-en, là, c'est à peu près tout. Donc, c'est de valeur que ces gens-là n'aient pas la possibilité de faire des mouvements, de faire des mouvements à la grosse machine, mais ils sont pris dans la machine, justement. Fait que ça devient plate et ils baissent les bras. Ils sont juste là, ils sont syndiqués, ils ne gagneront pas plus non plus parce qu'ils font un travail extraordinaire comparé à l'autre enseignant qui est à côté qui ne fout rien. Comparé à lui, c'est pas logique, ça non plus, qu'ils soient payés les deux le même salaire. Si un enseignant est performant et qui donne du temps, qui vraiment vaut plus que l'autre à côté qui fait juste ce qui est écrit dans le livre, ben moi, je pense qu'on devrait permettre à ces gens-là d'être payés plus cher, d'avoir des avantages que les autres n'ont pas. Mais non, on ne peut pas le faire, ça. On ne pourra pas arriver là. Le syndicat n'est pas pour ça. Et le syndicat étant très fort, va tenir son bout, c'est certain. Puis, tant que les travailleurs vont appuyer ces syndicats-là dans ce sens-là, ben on ne verra pas changer les choses. C'est plate à dire, mais c'est toujours, comme je dis, là, ça fait plusieurs années, moi, que j'ai quitté l'école. Là. Mais quand j'étais à l'école, je suis capable de vous dire les professeurs qui étaient vraiment « yes, on a du fun », puis des professeurs qui étaient blasés, qui avaient baissé les bras, puis qui allaient là juste pour faire leur année de service puis avoir leur pension après. Il y en a plein, puis je suis certain que quand vous y pensez comme il faut, vous avez les mêmes réflexions que moi, puis vous êtes capable de nommer les professeurs que vous avez eu du plaisir, qui vous ont aidé dans le début de la vie, puis qui étaient vraiment des gens le fun, qui se donnaient dans leur travail, tout simplement, comparativement au contraire à ceux que quand la cloche sonnait, ils étaient partis avant nous autres, et ils étaient dans leur auto, puis ils s'en allaient à la maison. Puis ils étaient blasés, puis ils ne voulaient plus rien savoir. Puis j'ai organisé, moi, des soirées, des soirées disco dans le temps, dans des écoles. Puis il fallait trouver des professeurs pour faire les surveillants. Parce que les soirées, il fallait avoir tant de surveillants pour tant d'élèves. Fait que moi, je passais, j'allais jaser avec des enseignants pour leur dire, écoute, j'aurais besoin de toi tel soir, telle journée, telle date.
à telle heure, que tu pourrais faire combien d'heures, peux-tu être là une demi-heure, une heure ou la soirée au complet. Fait que je faisais un horaire, je réussissais à... Moi, j'étais aimé là, des professeurs à l'école, puis de la direction. Fait que je réussissais quand même à aller chercher mon monde pour avoir la norme que ça prenait pour faire les soirées. Mais je vais vous dire que je sais qui venait et je sais qui ne venait pas. Et je sais qui se donnait, autrement dit, qui acceptait de donner du temps pour leurs élèves, pour avoir du fun. J'en ai qui venaient, qui dansaient avec les étudiants, qui s'amusaient avec les étudiants, comparativement à d'autres qui venaient juste pour dire qu'ils allaient faire la surveillance, autrement dit, pour être sur la liste, puis être dans les normes. Ils sont là, ils sont présents, parfaits. Puis quand leur demi-heure était faite, ils partaient, ils s'en allaient. Merci, bonjour, c'était parti. Même des fois, ils venaient même pas dire qu'ils s'en allaient. Ils étaient partis, puis ça faisait une demi-heure. Ils avaient leur demi-heure de fête, puis ils s'en allaient. Fait que c'est ça. Comme j'ai dit, j'en ai plein de choses à placoter. J'aime ça placoter, j'aime ça dire des niaiseries et donner mon opinion. Mais j'aimerais ça également connaître la vôtre. Connaître qu'est-ce que vous en pensez, moi, de ce que je fais, de ce que je dis. Si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça, j'aimerais ça le savoir, tout simplement. C'est simple. Laissez-moi un message, appelez-moi, écrivez-moi. S'il y a des commentaires, s'il y a une place pour mettre des commentaires, parce que tout dépendant de la plateforme que vous m'écoutez, les commentaires sont ouverts ou non. Là. Il y a des plateformes qui ont des commentaires, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Fait que ça va me faire plaisir de toute façon de vous répondre, de vous lire, puis de prendre connaissance de ça. Les suggestions sont toujours les bienvenues et toujours de façon respectueuse de toute façon, parce que moi, si vous avez remarqué, peu importe ce que je dis, c'est toujours respectueux. Je ne pense pas de choquer des gens ou de dire des choses qui ne sont pas le fun pour du monde. Oui, des fois, je peux parler de sujets un peu touchés, un peu qu'il faut marcher sur des œufs. C'est ce que je fais. Je pense que je suis capable de marcher sur les œufs sans les casser. Donc, revenez-moi. C'est un plaisir pour moi de faire ça. Et j'espère d'en faire encore plusieurs de toute façon. C'est mon intention. Mais si j'avais des gens qui pouvaient interagir un petit peu, ça serait le fun également. Donc, on se laisse là-dessus. Un petit commanditaire pour terminer. Puis, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Une propriété vous fait de l'œil? Mario Labrec et son équipe s'occupent de vous, peu importe la bannière qui l'annonce. Soyez représenté par un courtier qui a à cœur vos besoins et votre protection. Depuis 20 ans, la clé du succès, c'est Mario Labrec, courtier immobilier, Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com.